Nous avons déjà découvert le boulevard de la République, l'avenue des Belges, le boulevard Joffre, la maison Guérin. Nous voici à présent devant la commanderie. Ah, le gaz, 2h moins quart. Autrefois, il fallait presser le pas pour ne pas être en retard au moulin Pateau. La première mention de la commanderie date de 1153. Les Templiers ayant été supprimés en 1312, les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, au manteau blanc orné d'une croix rouge, prirent la suite. Situé hors de la ville, le bâtiment était fortifié, avec créneaux, fossés et pont-levis. Au moment de la Révolution, l'hôpital n'avait plus de commandeur. Puis la commanderie fut pillée au cours du XIXe siècle. De cette ancienne commanderie, qui eut une grande importance au XIIIe et XVe siècle, ne restèrent alors que les vestiges de l'ancienne chapelle. Les parties subsistantes de l'ancienne commanderie furent inscrites au titre des monuments historiques en 1978. La commanderie est toujours là, mais sa restauration était nécessaire. Grâce entre autres à Robert Fallars, elle a bien changé. Mais certains se souviennent encore des temps anciens. Par exemple, un bar y était tenu par Guy Cartal. Le bar à côté était tenu par un rugbyman du COP. Est-ce la même personne ? Martine Chapa se souvient de la petite épicerie Pagès où elle allait acheter une friandise appelée Chacha, qui fait encore le régal de Jean-Luc Alvernias. Pour Christelle Boyer-Le Thor et Yolande Bronas, en fait, dans le grand corps de bâtiment, il y avait 2 épiceries, de part et d'autre de l'entrée actuelle de la salle de la commanderie, dont l'épicerie Pagès, effectivement, et un Economia, démoli depuis. Sur la photo de 1936, on voit les 2 bâches des épiceries qui sont de part et d'autre de l'impasse. Gamin, j'ai passé pas mal de temps sur la terrasse, tout en haut, avec mes cousins qui habitaient là. Nous entrons maintenant dans Saint-Jean. Tout de suite, à l'époque, nous aurions été frappés par la Cour des Miracles. De la commanderie à la Cour des Miracles, il n'y a qu'un pas. Oh, il en existe d'autres, bien sûr. Comme disait Olivier Chaban, il y en avait une au bas de l'avenue des Belges. Mais c'est de celle-là dont je me souviens. Jean Grimaud l'évoque aujourd'hui en ces termes. La Cour des Miracles, c'était tout au fond du Faubourg Saint-Jean, côté nord. Là, il y avait toute une basse-cour et un tas de fumier où j'allais ramasser des vers de terre pour la pêche. Coin très typique, inconcevable de nos jours. Bernard Féminier a bien connu lui aussi cet endroit mythique. Ainsi s'exprimait-il. À côté de la commanderie se trouvait une petite place appelée, on ne sait pourquoi, la Cour des Miracles, où le centre d'intérêt pour les enfants était l'atelier du forgeron Charon, qui tapait sur son enclume des pièces rougeoyantes. Et la remise du baron, Marcel Mounier, remplie de trésors hétéroclites. Les poules se promenaient librement dans cette cour où l'on jouait aux billes. On y trouvait des tas de fumier ou de terreau, où Jean Grimaud se souvient avoir été chercher des vers pour la pêche. Le Peyron, ou Pater, collecteur de peaux de lapin, avait des clients dans le coin, puisque chaque maison avait par derrière une bande de terrain montant jusqu'au chemin des ports, permettant de tenir des poules et des lapins. Il y avait aussi quelques chevaux, dont celui de Vianin, maraîcher, qu'il faisait boire dans le bassin de la fontaine en face de la commanderie. Il se rappelle encore qu'il fallait lui couper l'eau 2 fois pendant qu'il buvait, c'est-à-dire l'arrêter de boire en lui relevant la tête. Un autre cheval passait chaque jour dans le quartier, celui qui allait chercher la viande à l'abattoir pour la livrer au boucher, traînant une carriole à caisse fermée, étroite et haute. C'est dans cette cour qu'on faisait d'habitude le feu de la Saint-Jean, dans une ambiance très conviviale. Une certaine année, se souvient René Lapère, on avait fait le feu sur la route qui avait été coupée et déviée par le boulevard de la République. On avait fait venir un orchestre et un parquet pour le bal et installer une buvette. On a essayé par la suite de maintenir cette tradition, mais l'ambiance n'est plus la même. Le quartier s'est embourgeoisé et a perdu son âme, comme cela se produit partout où de telles opérations d'urbanisme ont été faites. Ceci dit, s'il me fallait choisir un nouveau lieu d'habitation, qu'il s'appelle Jean Pestre, Pierre Joubert, As de Pique, ou encore Martine Chapa, Chantal Bonnefoy, et certainement bien d'autres, qu'ils y aient vécu ou non, il y a fort longtemps ou plus récemment, ils aiment ou ont aimé ce faubourg. Quelque délabré qu'il fût, quand bien même il ne sentait pas toujours très bon,
Ces murs étaient certes parfois lépreux, et inspirent encore à présent quelque chose qui s'apparente à de l'amour. Nostalgie de ce cadre qui fut celui de notre jeunesse, certainement. Sans confort ni état sanitaire aux normes, il avait cependant ce qu'il a perdu depuis, ce côté humain, cette proximité des gens qui se connaissaient tous, pour le bien ou pour le mal, alors que les orages succédaient aux heures de liesse. Nous n'allons pas nous embarrasser éventuellement avec un certain anachronisme. Ici, dans les années 50, habitait Robert Cartal, un copain du Moulin Pateau. Pas très loin se trouvait une autre petite épicerie. La fille des commerçants était une véritable beauté. Elle avait des yeux, mais des yeux! Et en plus, elle en avait deux. À partir de l'embranchement de la rue des Chevaliers Saint-Jean, de nombreux commerces, dits aujourd'hui de proximité, permettaient de s'approvisionner. Jean Pestre se souvient très bien de l'épicerie de Madame Bonnet. Une très vieille épicerie, selon Martine Chapa. Les enfants allaient y acheter des bonbons en sortant de l'école. En face, il avait la boucherie-charcuterie de Madame Perrault et la boulangerie Védrine. Au premier du bâtiment habitait mon copain Dupuis. Quelques mètres plus loin, en lieu et place de la boutique de fleurs, le marchand de motos Caravillo fut remplacé par les cyclachards. Je me souviens encore d'un bal improvisé sur le trottoir à l'heure de la Libération, peut-être animé par l'orchestre Tintin. Tout à côté, mais bien des années plus tard, Kaël Royer a passé son permis chez Guy Vol. En face, à l'autre angle de rue, le café Gravejal a laissé place à un autre café, c'était peut-être chez La Canette, à laquelle René Muru fait allusion. Toujours sur la gauche, dans une petite crèmerie tenue par Madame Dautal, dont parle Martine, on servait un lait bien crémeux, puisé directement d'une biche vers la gamelle. Jean-Louis Falcon s'en souvient encore. Au 34 du Faubourg Saint-Jean, naquit Gabriel Moiselet le 5 novembre 1885. Paysagiste et peintre décorateur, il avait étudié à l'école municipale des beaux-arts de la ville du Puy dans l'atelier de l'architecte Proy avant d'embrasser une carrière tout à fait flatteuse. Juste en face, au bas de la rue du Petit-Vienne, je n'ai trouvé aucune explication quant à cette construction pour le moins atypique. Un sac de Babet, virtuel naturellement, à celle ou celui qui y apportera un début d'explication. Au 22 du Faubourg, je revois l'atelier de Pascal Pneu, dirigé alors par Jacques Ilénoff, bien connu dans le milieu du football. Ah, monsieur Madier, j'entends encore votre accent de lavande dans votre magasin de cycles que je ne sais plus où situer exactement. Venu d'Alès, ce provençal grantin se faisait toujours un plaisir de plaisanter avec la bande de cyclistes en herbe, heureux de s'éterniser au milieu des cycles La Perle. En face, la boucherie Pouille précédait le bureau de tabac Vessert, où les gamins faisaient provision de rouleaux de réglisse, de coquilles remplies d'une certaine matière sucrée, de petites boîtes métalliques rondes remplies d'une poudre dite de coco, et peut-être aussi de Mistral gagnant.